devdevdev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bien, écoutez, bienvenue pour ce 48e épisode de devdevdev.net. Aujourd'hui, on est au mois de mai, et comme tous les mois de mai depuis un certain nombre d'années, on a la build de Microsoft qui a eu lieu la semaine dernière. Donc on va faire un retour sur cette build et puis voir un petit peu ce qui vous a intéressé, ce que vous avez retenu de cet événement. Et Dieu sait s'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été publiées. Donc pour nous parler de cette build, nous avons dans l'ordre d'arrivée en sens inverse, Laurent Campé, bonjour. Salut Richard, salut tout le monde. Donc Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Innoveo. Et mon petit doigt me dit que lui, il a bien suivi toutes les sessions concernant Aspire. Ou Aspire, je ne sais pas comment on dit. Aspire. Ensuite, nous avons Jérémy Janson, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog bugshunter.net. Ensuite, nous avons Michel Perfetti, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps et CTO chez Selenza. Et enfin, nous avons Simon Morier, bonjour. Bonjour. Ex-Microsoftie, en panne de caméra, fondateur de Softfluent et développeur indépendant. Cet épisode, vous pouvez le suivre en podcast et vous pouvez également le suivre en vidéo. Comme ça, vous pouvez voir Laurent qui est en train de se mettre des gouttes dans le nez, dans les yeux. Donc, on aura plein de choses intéressantes à voir pendant cette session. Bien, on aura un peu plus tard Damien Van de Kerkhoff, normalement, qui devrait nous rejoindre, mais il m'a dit que c'était 17h30, l'heure à laquelle on enregistre. C'était un petit peu trop tôt pour lui. Bien, donc, concernant cette conférence Build, alors, juste avant la conférence, il y avait une pré-conférence la veille, le lundi dernier. J'avoue que je l'avais un peu zappé, celle-là. Et pourtant, il y a eu des grosses annonces qui ont été faites. Donc, c'était présenté par Satya Nadella lui-même, donc qui a fait 2 jours de suite des conférences chez Microsoft. Et donc, la plus grosse annonce qui a été faite pendant cet événement, c'était bien sûr les nouveaux PC Surface qui apparaissaient, donc avec un Surface Laptop et un Surface Pro, une nouvelle version. Mais ils étaient estampillés copilote plus PC, donc un nouveau terme marketing qui apparaît. Et surtout, ils sont équipés non plus d'une puce Intel, mais d'une puce Snapdragon X Elite ou d'une puce Snapdragon X Plus. Donc, c'est l'arrivée de ARM sur Windows. C'est une des grosses. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs tentatives. On se souvient des premiers, comment ils s'appelaient, les Surface RT qui étaient sur ARM déjà, mais qui marchaient pas terrible. Et les Pro X aussi. Moi, j'en ai eu. Ouais, t'en as eu. Alors, elle marchait bien, mais on pouvait rien installer. Ouais, mais ça marche assez bien parce que si tu mets Windows 11, en fait, c'est très compatible avec le reste, en fait. Ah non, je parlais des Windows RT. Ah, Windows ça, RT, c'est carrément vieux, ça. Ouais, Ça marchait bien, non? Ouais, Ça, je disais, on pouvait rien mettre dessus, c'est tout. ouais, c'est ça. Ouais. X86 émulation, je crois, un truc comme ça. Parce que sur une tablette, tu fais quoi? Par browser un peu Bon, alors la Surface Pro X, là, elle avait un super stylo, un super stylet, je crois. Ouais, elle marche bien, hein. Moi, je l'ai toujours, elle marche très bien. Ouais, qui s'incorpore dans le clavier. Et donc, pour assurer la compatibilité avec les Intel, on a donc un émulateur qui existe, qui s'appelle Prism. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des annonces qui ont été faites depuis la build, où maintenant on aura toute la suite, pratiquement toute la suite cet été d'Adobe, qui sera dispo en natif sur ARM 64. On a également DaVinci, DJ Pro, là, ça c'est pour Jérémy, là, qui nous fait de la musique à longueur de journée. Mais bon, donc il y aura cette émulation avec Prism qui permettra de faire fonctionner donc normalement
tout soft Intel sur ces puces Snapdragon. Au Et c'est quoi la niveau, différence avec avant, du coup, tu sais? Parce le, que le prisme par rapport à ouais, l'autre émulateur qu'il y avait avant, mais c'était pas déjà un émulateur en fait, c'était un machin, c'était spécial. Il y avait ARM, ARMEC, des ouais. trucs comme ça là. Ils ont pas dit ce qu'il y avait de mieux par rapport à l'existant, non? Ils disent je crois qu'ils annoncent entre 10 et 20% de mieux par rapport à La l'ancienne, perf, ouais, au niveau de d'accord, l'ancienne. d'accord. Donc, je pense qu'on aura des perfs courant juin, parce que je crois qu'ils sortent le 17 juin, dans les nouvelles versions. Donc, on verra ce que ça donne. Mais surtout, le Surface Pro 11 et le Surface Laptop X. Donc, juste à titre d'information, au niveau prix, si on prend le 512 Go, ils ont 16 Go de RAM. Ils sont à 1800 euros. D'ailleurs, les deux sont au même prix, ce qui est assez surprenant. Je n'ai pas trouvé des prix exorbitants comparé Non, aux générations d'avant. J'étais même étonné. J'ai cru que j'avais manqué une option pour chercher le truc qu'il y a là, qu'ils ont ouais, ajouté, mais en fait, non, c'est juste le prix de base. ouais. Moi, quand j'ai vu Euh, le prix du clavier et stylo pour la nouvelle Surface, Ah, mais à peut-être qu'ils sont rapp- 500 balles, Ah, ils sont j'ai pas. rattrapés sur le clavier. Je me suis dit, bah, mince, il y a quelque chose là. Ah, le PC est à 30 balles et après le chargeur, il est à 1200. ouais, Ouais, c'est ça. c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, pour bénéficier de ce copilote plus PC, cet acronyme, il faut qu'il y ait à l'intérieur un NPU qui soit suffisamment puissant, puisqu'il faut qu'il atteigne les 40 TOPS. Donc, c'est les dizaines de milliers de milliards d'opérations par seconde. Donc, il faut qu'ils atteignent les 40 TOPS. Alors, moi, je suis content, je viens de m'acheter un PC Intel NPU, et donc avec un Core i9, donc normalement le maximum qu'on peut avoir chez Intel. Et j'ai regardé, et lui, il plafonne à 34. À croire qu'ils ont fait exprès. Donc, il y a actuellement, à part ces deux PC, c'est le laptop et le Surface Pro, il n'y a aucun PC qui est capable de supporter ce logo Copilote plus PC. Alors, qu'est-ce qui va permettre de faire ce Copilote plus PC? On a le Windows Copilot Runtime qui est intégré, et on va avoir un certain nombre de fonctionnalités, dont notamment une qui s'appelle Recall. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh oui. Bah Donc, oui, bah, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Oh oui. oui. Donc, Ouais. Donc, le principe de recall, il est relativement simple, hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas bête comme idée. Il prend une capture d'écran toutes les 5 secondes. Il passe. ah. Bah oui, je suis désolé. Bah, Richard, il y a des softs qui font ça depuis 15 ans pour traquer ce que tu fais dans ta journée. Oui, d'accord, mais bon, je continue, oui. Mhm. Et ensuite, il va passer ça à son LLM préféré, donc qui sera certainement comment il s'appelle, le dernier fil, comment il s'appelle? F3 Vision. Non, non, F3 non, Vision, non? non, Silica. Où il y a Fit3 Vision pour effectivement pour analyser l'image, et ensuite il va en extraire les informations qu'il y a à l'intérieur de l'image. Il va stocker ça je suppose, dans une base de données vectorielles propriétaires encryptées et tout le bazar. Et ensuite, vous allez pouvoir, avec Windows Copilot, pouvoir interroger ce RAG, entre guillemets, et pouvoir voir, retourner un petit peu dans l'historique de ce que vous avez fait. Donc, si vous êtes allé sur tel site ou sur tel autre site, ou si vous avez vu des messages dans Twitter, etc., tout ça, il l'aura stocké, et vous pourrez aller récupérer ces informations et dire, tiens, avant-hier, j'ai eu une conversation avec Laurent qui était alors t'arrives. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il ne m'a pas répondu. Donc, Donc voilà, après, bon, je ne sais pas au niveau confidentialité, je pense que, ils disent que bien sûr les données sont encryptées, mais je ne sais pas comment ça se passe si par exemple on lance Edge en mode private, est-ce qu'il va faire également les captures? Est-ce qu'il fait les captures d'écran? Je sais pas si tu as fait attention, mais en parallèle, il rajoute une extension, enfin une nouvelle possibilité dans Edge. Ouais, C'est pour interdire les captures d'écran. Je trouve ça super rigolo de voir les deux en même temps. ouais. La Non, je synchro l'ai pas est très vu. sympa au niveau des équipes.
Non, mais c'est peut-être un qui dérive de l'autre, hein, effectivement. Ouais, c'est une fonctionnalité Enterprise apparemment qui va se déployer dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'il est intéressant à dire aussi, c'est que tout ce processus recall, c'est quelque chose qui reste sur la machine, il me semble, hein. Oui, c'est en local, oui. Mm. Ouais. Donc Après, c'est voilà, donc backupé sur ton OneDrive pour de. Ça va, si c'est dans ton personal vault, ça peut aller. Qu'est-ce que je voulais dire également donc ça c'était concernant cette première conférence, et puis après on a eu bien sûr la keynote de Satya Nadella le jour 1. Every layer of this tech stack is changing. We've built really 3 platforms. The first is Microsoft Copilot, which is your everyday companion. It puts knowledge and expertise at your fingertips, helps you act on it, and we built the Copilot stack. And just yesterday, we introduced a new category of Copilot Plus PCs. And so today I want to highlight our top news. What Win32 was to graphical user interface, we believe the Windows Copilot runtime will free for AI. In fact, the same day that OpenAI announced GPT-4o, we made the model available for testing on Azure OpenAI Service. And today, I'm excited to say that it's generally available on Azure AI. We are adding not just large language models, but we're also leading the small language model revolution. We're introducing real-time intelligence in Fabric. What Copilot did for coding, we're now doing for infra and ops. We're also extending Copilot beyond a personal assistant to become a team assistant. With Copilot Studio, anyone can build copilots that have agent capabilities. Comme l'IA était vraiment au cœur de toute cette conférence, on a eu le droit également à Sam Altman qui est venu faire un petit coucou à la fin. Bon, il n'a pas raconté des choses très intéressantes, mais enfin, il était là, quoi. On a eu une démo faite par Seth, je ne sais pas si vous avez vu, où il allait sur un site web de e-commerce. Et donc, il parlait à sa machine, enfin, il parlait au site web en lui disant voilà, j'ai ces chaussures, est-ce que ça va pour aller en campagne, etc. Donc, automatiquement, le copilote lui disait oui, c'est bon. En montrant les chaussures. En montrant les chaussures, oui. Vision. Voilà. Et comme tu viens de le faire, il interrompait le copilote en pleine conversation. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort, quoi. Essayer d'interrompre Google, vous verrez que vous aurez un petit peu de mal. Et puis ça rajoutait automatiquement l'article dans le panier du site web, etc., quoi. Ça, c'est des fonctionnalités qui arrivent dans GPT-4o, hein. Le fait de pouvoir interrompre comme ça. Oui. Et justement, avec GPT-4o, il y avait une démonstration avec Minecraft. Donc, tout le monde a peut-être vu cette vidéo où il lançait Minecraft et vous aviez Copilot qui, en même temps, le conseillait, lui disait il faut aller par ici, il faut aller par là, attention, il y a des zombies qui vous attaquent, etc., quoi. Donc, on avait une interaction et surtout une intonation dans la voix qui était assez impressionnante, donc de ce qui peut être fait. Donc, voilà au niveau de cette conférence. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, une chose qui m'a semblé assez intéressante, c'est le support de WebNN. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, le support de WebNN sur Edge. Donc là, pour ça, il faut avoir Edge, le dev channel. Une fois que vous l'avez installé, il faut aller dans les flags et puis le mettre enable pour pouvoir l'utiliser. Et puis, vous pouvez aller sur un site de démonstration du runtime d'ONNX et vous pouvez faire exécuter aussi bien du whisper, de la reconnaissance d'image, de la composition d'image, etc., directement dans le navigateur et donc en local. Donc, c'est assez impressionnant. Bon, à chaque fois, il faut qu'il télécharge le modèle.
Donc, par exemple, pour comment il s'appelle là, le générateur d'images, je ne me souviens plus comment il s'appelle celui-là. Bon, bref, il y a à peu près 2 gigas à télécharger. Donc, à chaque fois que vous allez sur la page web, là, c'est plus 2 mégas qu'il faut télécharger, c'est 2 gigas maintenant, on change d'échelle. Ça pique un petit peu, mais on peut exécuter comme ça le LLM en local avec cette extension WebNL. Voilà. Bon, après, il y avait d'autres. Je termine une dernière chose, toujours du côté de l'intelligence artificielle, avec la présentation des nouveautés de Copilot Studio, donc, qui permet donc de créer des extensions pour Copilot, de pouvoir rajouter ses propres sources. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous créez votre propre copilot. Ensuite, vous lui dites comme source, c'est le site devdev.net, par exemple, au hasard. Et puis après, vous l'interrogez et il vous répond directement avec des liens vers le site, avec des informations qui sont extraites du site. Donc, vous pouvez très bien imaginer ça, c'est pour un site. Vous pouvez utiliser un site SharePoint avec les documents qui sont à l'intérieur. Et donc, vous n'avez plus du tout à développer toute l'infrastructure d'un RAG. Il le fait automatiquement pour vous. Et il y a même la possibilité de le brancher avec des scripts, et donc du genre comme pour les Power Apps, donc du genre, s'il y a tel type de questions qui sont posées à la fin, vous allez envoyer un mail ou faire ce genre de choses. Voilà en ce qui me concerne. Je vais vous laisser un petit peu la parole. Alors, on a Damien de Kerkhoff qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Richard. Donc, qui est Microsoft MVP depuis cette année et qui est software engineer chez Portima. C'est bien ça. Alors, qui est-ce qui veut commencer pour savoir, pour ce que vous aviez vu sur la build Michel? Moi, sur la build, alors j'ai vu Aspire, mais je pense que Laurent va en parler mieux que moi. Moi, j'ai vu pas mal de trucs. Alors, c'est marrant, c'est que les trucs que j'ai vus qui m'ont bien plu n'étaient pas dans le Book of News, mais qui sont sortis en même temps que la build. Donc, je vais essayer de faire un package pour pas parler que des choses qui étaient dans le Book of News. J'ai vu quelques trucs sur l'infra qui sont vraiment intéressantes, qui sont sortis. Déjà, le truc qu'on attendait depuis 1 an avec des collègues, c'est la GA de la nouvelle stack de gouvernance Azure qui s'appelle Deployment Stack, qui est sortie en GA là pendant la build. Donc, on a 2 ans pour dégager la stack qui s'appelle Azure Blueprint. Et on a vraiment maintenant un composant qui est en GA qui permet de gérer la gouvernance des ressources Azure. C'est vraiment, vraiment sympa. On est content puisque ça va permettre. On était un peu dans le flou. On était entre 2 previews. Ouais, tu nous avais parlé dans un J'en avais précédent parlé, podcast. Ouais. exactement. Et Tu vois, donc, je te suis. Ah, tu écoutes ton podcast, c'est bien. Ouais. Donc voilà, elle est sortie. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui étaient marquées qui manquaient, comme le What If, mais qui va sortir plus tard. Mais donc ça, c'est cool. C'est dispo. Maintenant, on va pouvoir vraiment faire de la transition dessus. Le gros avantage, c'est qu'on ne va pas écrire template ARM, on va plutôt écrire du biceps, qui est beaucoup plus lisible. Et je t'avoue, on est de plus en plus attiré par le bicep que le Terraform, parce qu'on se rend compte que l'intérêt de bicep, c'est qu'on est vraiment calé sur l'API et on a souvent des problématiques de mise à jour provider. Et avec tous les sujets qui sont sortis sur l'IA, des fonctionnalités qui sont en preview, qui sont très jeunes, on est bien content de pouvoir taper directement dans les API et pas passer par Terraform qui va rajouter de la latence dans la mise à disposition des fonctionnalités. Donc voilà, plutôt content de ça. Après, là, il y a un collègue qui m'a remonté qu'il y a un nouveau modèle d'Azure Bastion qui est sorti. Donc, le Bastion, c'est la machine qu'on va mettre en coupure pour isoler quand on va se connecter à des serveurs, par exemple. Jusqu'à présent, on avait des SKU de plus en plus légères. On avait la SKU développeur où on avait juste les fonctionnalités de base. On avait une SKU standard avec des vraies machines qui étaient réservées. Là, maintenant, on a une SKU premium avec en preview la possibilité d'enregistrer les sessions. Ce qui fait qu'avant, on avait juste un rebond vers des serveurs. Et si vous voulez enregistrer les sessions, en gros, les opérations qu'on fait sur nos serveurs de prod,
il fallait installer des outils pour ça. Là, maintenant, Azure Bastion en preview, en premium, le supporte, mais ça reste de la preview pour l'instant. Donc, on n'a pas besoin d'installer d'autres outils d'enregistrement. On peut directement connecter à un serveur et enregistrer ce qu'on fait. Ce qui fait que c'est beaucoup plus safe. Deux, trois trucs sur le réseau, sur le coût de communication pour des availability zones qui a été enlevé. Donc, ça permet de créer des ressources qui sont dans la même availability zone, mais on n'a plus à payer les coûts de transfert. Mais voilà, en gros, des petites fonctionnalités par-ci par-là, des templates, des patterns d'architecture pour OpenAI aussi qui sont sortis. Mais pas vraiment de très très grosses annonces, mais plein de petits trucs qui complètent et qui permettent de régler les petites douleurs qu'on pourrait avoir de la droite à gauche, quoi. D'accord. Ok. Bon, juste un truc là justement concernant tout ce qui est un petit peu DevOps. Ils nous ont fait tout un tas d'annonces là sur GitHub Copilot avec le GitHub Copilot Workspace, le GitHub Copilot Extension et le GitHub Copilot for Azure. Oui. Workspace, c'était pas nouveau. Hein. Ils avaient déjà annoncé il y a quelques semaines. C'est le GitHub Extension qui est nouveau. Ouais. Et par contre, le GitHub Copilot for Azure, c'est nouveau aussi. Ouais, c'est une des parties de GitHub Extension, en fait. Oui, c'est ça. Oui, ça permet d'interroger des bases de connaissances, de ce que j'ai compris. Ouais. Non, mais tes systèmes en live aussi. Hein. Tu peux aller voir, tu peux aller interroger, il va te dire dans ce compte Azure, tu as ça et ça, c'est à peu près ce genre de choses. Quoi. Donc, on a commencé à vraiment étendre Copilot sur des bases de données de ressources. On a aussi Copilot Studio déjà qui est disponible côté sécurité, Copilot Security, qui va se brancher sur Defender et qui peut permettre d'avoir un échange plus simple sur les bases de données qu'on a dans Defender, qui peuvent être très complexes, surtout quand on doit analyser des attaques. Donc ça peut être intéressant parce que les requêtes SQL ne sont pas forcément très simples à écrire. On doit chercher des informations ou identifier des menaces. Par contre, ça coûte cher, quoi. C'est pas pour des petites sociétés, quoi. Ouais. Mais là où je voulais en venir, c'est Azure DevOps. Ils en ont parlé ou pas? Non. Pas du tout. Non, mais je t'attendais, tu vois, je sentais le truc tendu. Non, j'ai cherché, j'ai pas vu vrai. Il n'y a pas de spécifique DevOps. Non. D'accord. Par contre, un truc en déploiement que j'ai oublié de dire qui est sorti, c'est le support officiel des Azure Functions dans Azure Container App, qui était un peu bancal. Là, c'est vraiment officiellement sorti avec le support d'identité. Donc ça, c'est cool. C'est un pattern qui nous manquait. devdevdev.net. Richard Clark. Ok. Bien, bon, bah écoute, c'était relativement complet. Qui veut continuer? Laurent, tu veux nous parler d'un petit peu d'Aspire? Aspire. Ouais, on peut parler un peu d'Aspire, de .NET Aspire. Donc, sachant que tu m'as promis un épisode spécial dessus. Ouais, j'ai pas oublié. T'as pas oublié. Il y a un peu de boulot quand même, mais Oui, pas oublié. Non, mais demain sera bon. Ouais, demain dans un an. Non, on y viendra. Ouais, donc .NET Aspire qui avait été annoncé, il me semble, en novembre quand .NET 8 a été lancé. C'était des previews pendant des mois. Et ça a été finalement mis à disponibilité générale, general availability, je ne sais pas trop comment on traduit ça en français. Mais disons que c'est en version 1.0, on va dire. Enfin, en version 8.01, pour être plus précis. Et donc, ça veut dire que c'est supporté maintenant et qu'on peut l'utiliser quelque part en prod et se servir de ça. C'est un système qui est relativement intéressant, moi je trouve, quand on a plusieurs services. Alors, je dirais même pas forcément que des microservices. Moi, je veux voir une utilité, par exemple, chez nous, où on a une application WPF, on n'a pas de base de données, mais par exemple, on a un système d'authentification qui peut être basé sur Keycloak. Et en fait, tu peux configurer ce genre de système. C'est pas la cible principale visée par
par Microsoft, c'est plutôt ses côtés services et tout ça. Mais bon, c'était vachement étendable, c'était vraiment bien fait. L'extension pour Rider qui supporte .NET Aspire a été mise à jour aussi, là, hier, je crois. Elle est sortie en 1.0. Hein. Ouais. Et donc, en fait, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas .NET Aspire, c'est une façon de décrire de l'infrastructure ou des connexions entre services avec du C#. Donc, on va rajouter ce qu'ils appellent un app host dans notre solution qui va en fait faire le lien et la déclaration entre les différents composants de notre applicatif qui, dans le cas de microservices, reste super intéressant pour .NET Aspire, qui est la cible de .NET Aspire, on va dire. Ça résout les problèmes d'observabilité en utilisant ce qui s'appelle OpenTelemetry, qui est un standard du CNCF. Ça permet aussi de standardiser certains des packages NuGet dont on a besoin quand on fait ce genre d'architecture, par exemple pour Redis, pour MongoDB, ce genre de choses. Ça rajoute tout un set de fonctionnalités justement pour rendre tout ça observable. Ça rajoute un dashboard aussi, qui apparemment c'est un des plus gros succès, on va dire, de ce projet, qui est un dashboard qui représente en fait, qui permet d'aller voir les différents logs des parties de votre applicatif, d'aller voir la télémétrie, d'aller voir les traces, par exemple quand on va appeler un front-end web qui va appeler un service, qui va récupérer de la donnée dans un cache, dans tout ça on peut le voir dans la trace. Donc c'est vraiment très intéressant pour aller faire du debugging de problèmes. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le mettre, même si on n'a qu'un seul site web. Ouais. Donc moi en fait, avant, ça fait quelque temps que je joue, j'avais fait des présentations aussi à propos de Dapper. Dapper, c'était toujours un bazar pour lancer le sidecar, en fait, et le service. Ouais. Et là, en fait, ce problème-là, il disparaît parce que justement, on a notre service AppHost qui est là pour créer l'interconnexion des différents services, qui va démarrer les différents services et qui peut attacher le debugger sur le service qu'on veut, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans ce domaine-là, quoi. Et c'est du gain de temps pour configurer le poste de travail aussi, Complètement. Puisqu'il va construire la conf à la volée, on n'est pas obligé d'avoir une doc de 100 pages pour configurer un poste de travail ou une branche. Ça vient dans le code. Ça vient dans votre code source. Il n'y a pas mieux. Et il y a aussi... Donc, la dernière partie... Vas-y. Donc, la dernière partie, c'était la partie déploiement. Donc, en fait, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode de fonctionnement sur la machine du dev. Comme Michel le disait, ça permet d'avoir une configuration relativement facile et de démarrer, de mettre à jour les gens et d'ajouter des nouvelles personnes à l'équipe relativement facilement. Mais après, il y a toute la partie, comment je prends ce truc-là qui tourne sur ma machine et comment je le mets en pré-prod, en prod, en test, etc. Et donc ça, c'est fait à l'aide d'un .NET Publish qui va générer en fait un fichier manifest.json. Avec ce fichier manifest, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc là, ils ont des transformations vers Azure Container Apps qui permet en 3 commandes de déployer ton applicatif sur le cloud Azure. Ils ont aussi un partenariat avec AWS où il y a des choses qui sont mises en place. Il y a aussi un projet open source qui s'appelle Aspirate, avec le chiffre 8 à la fin, d'où le jeu de mots, qui permet en fait de générer les manifestes pour pouvoir déployer dans du Kubernetes. Donc un projet vraiment super intéressant qui a été développé relativement rapidement. Ça fait un moment qu'ils bossent dessus parce qu'avant c'était... comment il s'appelait ce projet encore? Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est la vieillesse. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Mais bon, donc on verra en détail, mais donc il y a une grosse annonce avec Aspire. Ok. Bien l'anglais, Richard. Hein, n'est-ce pas? Je m'entraîne. Non, parce que Whisper, il comprend que l'anglais, donc j'ai du mal avec. Je me suis entraîné. On va parler un petit peu code, j'allais dire, avec Damien.
Toi, tu voulais nous parler des nouveautés de C#? Oui, c'est ça. Et Ouais. ce que je voulais dire sur .NET Aspire, c'est exactement ce qu'a dit Laurent, mais je pense que je ne l'aurais pas aussi bien dit. Oh là, Euh, fou au cul en plus. alors, il y a plusieurs choses que je retiens. La première chose, c'est beaucoup de choses ont été faites concernant l'IA. Et maintenant, on a un nouveau type générique qui va apparaître dans .NET, qui est le Tensor. Donc, c'est le Tensor avec le T. C'est un nom qui peut paraître familier si vous avez déjà développé une IA en Python avec, par exemple, PyTorch ou TensorFlow. En fait, le Tensor, c'est l'objet fondamental dans de nombreux modèles mathématiques. C'est un tableau multidimensionnel qui va, par exemple, contenir les poids et les biais nécessaires si on souhaite développer nous-mêmes un réseau neuronal. Donc, c'est un élément crucial dans le domaine de l'IA. Alors, est-ce que ça va inciter les développeurs d'IA à quitter le monde Python et à venir vers le monde fascinant de C#? Je ne sais pas. Ouais, il y a encore du boulot. Hein. Ouais. Par contre, il y a aussi beaucoup de nouveautés apportées, notamment par exemple en Blazor ou en MVC Razor. Donc, ils ont par exemple ici créé des composants intelligents. Pour l'instant, on en a 3. On a le Smart Fast Button, le Smart Text Area et le Smart Combo Box. Alors, on a une vidéo disponible sur le Smart Fast Button où on voit en fait l'utilisateur qui ouvre sa boîte mail, il copie le contenu du mail et ça permet en fait, quand il fait coller dans l'application, de compléter un formulaire de contact avec le nom, prénom, adresse, etc. Donc, c'est vraiment un presse-papier intelligent pour remplir des formulaires sur base du contenu de ce qu'on a dans le clipboard. Le Smart Area, c'est une version améliorée du Text Area. Et en fait, ça va proposer des des autocomplétions de phrases complètes. Et le Smart Combo Box, au fait, c'est vous ouvrez la Combo Box, vous tapez un mot, et sur base de correspondance sémantique, il va trouver la valeur disponible dans ce Combo Box. Donc, pour l'instant, ils sont actuellement en 3, c'est pas beaucoup, mais on voit vraiment que Microsoft tend à améliorer ce qu'il propose en termes d'intelligence artificielle. Il a par exemple aussi proposé des nouveaux partenariats, notamment avec le célèbre OpenAI. C'est pas une surprise, je pense à Microsoft et OpenAI, c'est déjà partenaires depuis très longtemps. Et donc, on a ainsi un nouvel SDK qui s'appelle OpenAI qui est disponible et qui permet en fait aux développeurs .NET d'utiliser le dernier modèle de ChatGPT, donc le GPT-4o. Alors, c'est un SDK qui est actuellement disponible uniquement en preview. Mais si vous complétez un formulaire, vous pouvez avoir accès en échange de feedback. Aussi, un autre partenaire, c'est Weavit. En fait, ça permet d'offrir aux développeurs une variété d'options de bases de données vectorielles accessibles depuis .NET. Et alors, ça, je pense que Laurent l'a vu passer. Ils annoncent également qu'ils travaillent sur des solutions pour permettre aux développeurs de surveiller les applications utilisant des modèles LLM, avec notamment .NET Aspire, Semantic Kernel et Azure. Et c'est aussi déjà disponible en preview. Donc, on voit clairement que Microsoft tend à simplifier et à enrichir le développement d'applications d'intelligence artificielle et qui est vraiment comme but de positionner le .NET comme un des premiers choix pour les développeurs qui chercheraient à faire des applications où il y a de l'intelligence artificielle. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi j'ai été surpris parce que il y a un truc que je suis depuis quelques semaines qui s'appelle Autogène for .NET. J'ai pas vu d'annonce. Je pensais qu'en fait il y aurait une annonce à la build. J'ai regardé une des vidéos qui était préenregistrée sur Autogène. Ils ont parlé de la partie. Ils ont fait une espèce d'outil no-code pour créer justement ces agents, ce qu'ils appellent les agentic, l'AI basé sur les différents agents. Et je pensais qu'ils allaient faire au moins parler un peu de la version .NET qui est dispo, mais soit j'ai loupé, c'est dans d'autres présentations, soit ils n'en ont pas parlé, quoi. Mais effectivement, ça montre aussi ce que disait Damien, la volonté de ramener certains trucs depuis Python vers .NET aussi pour certaines possibilités, quoi. Oui. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, la première partie, c'était tout ce qui est intelligence artificielle.
La deuxième partie, pour moi, c'est tout ce qui est cloud natif. Par exemple, .NET, c'est désormais Linux native, c'est-à-dire que Microsoft il a travaillé avec Canonical, Red Hat et d'autres mainteneurs pour permettre l'installation du SDK et du runtime directement depuis les dépôts officiels. Donc, on n'a plus besoin d'ajouter la clé de signature du package Microsoft. Un simple sudo apt install.NET 8, il va suffire. Deuxième chose concernant justement le cloud natif, c'est en .NET 9, ils vont rajouter un nouveau mode pour les garbage collector, dont le but, évidemment, c'est réduire l'utilisation de la mémoire. Et c'est justement conçu pour les applications cloud natives. Donc ça, c'est vraiment le côté cloud native qui est amélioré. Alors, je ne connais pas les détails de ce nouveau mode garbage collector, mais voilà, il est présenté comme beaucoup plus performant pour les applications cloud natives. On y croit sur parole. C'est ça. Sinon, le reste, ben, voilà, ils disent, comme toutes les autres versions du .NET, on améliore encore la performance. Par exemple, ils vont revoir l'implémentation des exceptions qui seront apparemment 2 à 4 fois plus rapides. Ils vont améliorer la gestion des boucles, etc. Donc, plein d'améliorations pour rendre encore le .NET plus rapide. Et alors, on a les quelques news du C# 13. La première... Ça va être rapide, hein, je pense. Oui, ça. Ça concerne ce qu'on appelle les params. Donc, c'est tout ce qui permet de créer des méthodes sans qu'on connaisse le nombre d'arguments. Avant, ça fonctionnait que pour les arrays. Maintenant, ça fonctionne aussi avec les collections, que ce soit les listes, les enumerables. Et alors, ils proposent aussi ce qu'ils appellent des types d'extensions. Donc, depuis C# 3, on a les méthodes d'extension qui permettent d'étendre des objets avec des nouvelles méthodes. Maintenant, on pourra bientôt étendre des objets avec des nouvelles propriétés. On a aussi l'intégration native d'OpenAI. Si vous avez suivi un petit peu mes derniers discours sur l'abandon de Swashbuckle, qui reprend un petit peu du poids de la bête, on a l'intégration d'OpenAI pour générer les documents. Mais si j'ai bien compris, la génération de l'UI pour faire des tests avec Swagger, ce n'est pas encore disponible en natif. Et alors, encore quelques nouveautés côté Blazor, par exemple. On a l'injection d'indépendance directement dans le constructeur pour les pages Blazor. Avant, on devait avoir un attribut inject pour injecter l'indépendance. Maintenant, on pourrait le faire comme ailleurs. On pourrait injecter directement dans le constructeur. C'est bien ça. C'est bien parce que des fois, on ne sait pas du tout quand c'est initialisé. Tu es obligé de faire un initialize avant, je crois, pour avoir l'injection. Ça, c'est pas très clair dans tes appels. Là, au moins, c'est explicite, quoi. Oui, c'était pas très consistant par rapport au SPMVC, à toutes les autres technos où on injecte l'indépendance dans le constructeur. Et donc, on a aussi forcément la preview 4 de .NET 9 qui est disponible depuis cette conférence. Bien sûr, toutes ces nouveautés concernant C# .NET, c'est sujet à modification, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, le fameux double point d'exclamation qui avait été annoncé et dont le but c'était de générer automatiquement un argument null exception si la variable passée en paramètre était nulle. Ben, finalement, ça va être annoncé et puis suite à la pression de la communauté, ça va être supprimé. Donc, comme chaque année, on sera fixé sur la nouveauté en novembre et je pense que Richard a déjà prévu son petit podcast pour présenter les nouveautés du .NET 9 et du C# 13. Oui. Ok, bon, merci Damien. Juste un petit truc concernant justement les bases de données vectorielles. Je crois que c'est la nouveauté avec CosmosDB qui maintenant supporte le vectoriel. Je crois que c'était une annonce, ça n'existe pas depuis quelques semaines, Laurent. Non, ça a été annoncé là, ouais. Ça a été annoncé. Ouais. Et je pense que le SQL Server aussi, encore. SQL Server aussi, oui. Ok, bien, on va parler un petit peu interface. Alors, il y a les deux qui vont se battre là, puisque Jérémy et Simon voulaient tous les deux parler un petit peu d'interface. Oh non, je t'en prie. Je finirai si j'ai des choses à rajouter. Je vais faire rapide, comme ça tu rajouteras le détail. Moi j'ai regardé deux éléments, on va dire, sur le développement Windows. Le premier qui m'a pas déplu, mais bon, j'avais déjà vu avant avec Microsoft, c'est DevHome qui va enfin servir à quelque chose. C'est enfin utile de l'installer, je trouve ça sympa. Alors, à quoi on va pouvoir s'en servir? On va pouvoir s'en servir à piloter Wingate plus facilement.
Je suis tenté de dire, une fois qu'on sait gérer Wingate, Devum, bah, il ne sert plus trop sur cette partie-ci, donc ça m'a un petit peu déçu en même temps. Mais l'autre partie qu'ils ont rajoutée à Devum qui est sympa, c'est une notion de gestion d'environnement, pour gérer les DevBox et aussi pour, gérer plus rapidement le lancement de machines de développement que vous auriez sur Hyper-V. Donc ça, je trouve ça assez sympa, c'est une petite interface ludique. En gros, ça permet de centraliser, ses environnements de dev, sa config, le déploiement, de ses applications. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est pas mal et entre autres, au passage, ils communiquent sur la création d'un format, les Winget Files, qui vont nous permettre, d'extraire des configs et puis, plutôt que de se casser la tête à faire des scripts, avoir directement un beau fichier YAML avec toutes les applications qu'on veut installer. Donc c'est sympa. Côté, développement Windows, moi après Simon, tu verras pour toi si tu as la nouveauté qui t'a vraiment intéressé. Moi je dois dire que j'ai été un petit peu sur ma faim, en termes de nouveautés. Il y en a pas vraiment eu, à part sur WinUI et pourquoi je dis ça, comme ça en fait? C'est parce que, moi sur la build, ce que j'ai bien aimé, c'est que Microsoft a enfin clarifié la situation sur ce qu'on est censé faire en termes de développement Windows et enfin, mis en silo, on va dire, les différentes, technos qui sont à disposition. On nous a clairement, fait une stack native. Alors Olivier, s'il était là, il hurlerait. Donc dans la stack native, on nous a mis WinUI, on nous a mis WPF, on nous a mis WinForm, parce que oui, WinForm n'est pas mort. On nous a mis une stack cross-platform, où on nous a un petit peu, mis en concurrence React Native et MAUI. Coucou Olivier, t'énerve pas. On nous a fait une stack hybride, avec du Blazor hybride et du WebView 2. Il y a plusieurs sessions d'ailleurs sur le sujet, je trouve ça assez intéressant et on nous a rapporté la stack web pour faire du Windows avec les PWA et les Blazor Web. Bon, c'est bien de clarifier un peu le sujet et de clairement indiquer que, chaque outil de développement a une cible. Je trouve que c'est enfin plus clair pour les développeurs parce que moi j'ai vu beaucoup de questions, les gens disaient: «Pour faire du Windows, tu pars sur du MAUI». Non, si ta cible, c'est une cross-platform, tu fais du MAUI effectivement sur Windows, sinon tu as d'autres solutions qui sont vraiment orientées, entre guillemets, hein, natives, WinUI, WPF. Donc d'ailleurs sur le sujet, ils ont enfin clarifié ce qu'ils considèrent comme étant le chemin, pour faire du développement Windows. Donc clairement, aujourd'hui, ils considèrent que WinUI, est assez mature. Alors, je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Moi, je ne le suis pas trop. Ils en ont profité pour expliquer que WinUI, en fait, est intéressant pour les gens qui voulaient développer, de nouvelles applications en profitant de toutes les nouvelles interfaces tout de suite sur Windows. C'est la promesse. Ouais. Ils ont annoncé un designer? Alors, bip, voilà. Tu vu, je suis calme, hein, aujourd'hui, je suis calme. Non, Il a eu le temps de digérer les annonces. Ouais, j'ai eu le temps de digérer le fait qu'il y ait pas d'annonce, en fait. Voilà. Non, en fait, ce qui a clairement été expliqué, c'est que WinUI, ça va être bien pour, les gens qui ont des développements moderne rapide, qu'ils avaient bien conscience que du WPF, était le cœur de la meule pour les gens qui avaient des applications existantes et donc dans ce cadre-là, ils nous ont clairement fait une grosse communication sur, la partie, WinApp SDK, qui n'est pas nouvelle. Je suis désolé, c'est un petit peu du réchauffé, ça fait déjà quelques temps que ça existe. Ça évolue et ça évolue dans le bon sens puisqu'en fait, ça permet directement dans WPF alors, je vais faire le discours corporate. Ça permet d'avoir, une UI, Windows 11. Alors maintenant, je fais le discours du gars qui fait du XAML depuis le début. On nous a rajouté les thèmes. Voilà, c'est bien, c'est cool. Voilà, en gros, c'est ça. Je suis désolé de traduire de manière aussi péjorative, mais ils ont tout simplifié pour qu'effectivement une application de WPF aujourd'hui, ça prenne, les styles XAML Fluent. C'est très sympa, c'est très propre, c'est très léché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez, convertir vos applications WPF pour qu'elles intègrent les nouveaux styles sans trop de travail. Ça, c'est effectivement très sympathique et ça demande plus forcément de faire appel à des vieux routeurs du XAML, pour avoir des beaux thèmes ou savoir en tout cas comment récupérer les thèmes de Windows, comment les exporter, ainsi de suite. Ce qu'on faisait il y a très longtemps, sur les vieilles plateformes comme du Windows Mobile et sur d'autres avant.
Donc ça, c'est plutôt cool. La seule vraie nouveauté que j'ai vue, qui est en preview, ça va être la partie où on va nous permettre de faire des intégrations un peu plus poussées, en WinUI avec, la barre de titre Windows. C'est juste dans la continuité de ce qu'on avait avec, Feu WP et Feu, les Windows Apps, avec Windows 8. C'est nous permettre d'avoir effectivement une gestion plus fine, donc notion de menu hamburger dans le titre, de boutons précédents, de recherche, de rajouter des commandes, de rajouter en fait, pas mal de choses que vous voyez aujourd'hui, par exemple, quand vous manipulez Teams, tout simplement. Donc le bouton profil, qui va apparaître en haut à droite, ce genre de choses. C'est plutôt cool. Ils n'ont pas indiqué de date, puisqu'en fait, c'est une librairie à côté de sortie. Bon, c'est sympa. Il y a une petite communication que j'ai trouvé fun aussi. Dans une même session, ils nous ont clairement dit qu'il fallait partir sur WinUI pour profiter des ressources GPU. Et juste après, ils nous expliquent qu'en fait, si tu mets le WinApp SDK de WPF, tu y as accès. J'ai bien aimé le truc et ils expliquent clairement à la fin et ils sont très fins parce qu'en fait, sur la fin, ils mettent une slide et en gros, ils expliquent qu'on fait la passerelle entre les 2. Donc en fait, ils expliquent eux-mêmes, ce qui semble être une contradiction et clairement à la fin, on se dit: «Ah oui, ça y est, oui». Ils nous montrent que, ils ont arrêté de creuser le gap entre WinUI et WPF. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien et pour moi, c'est ce qui a fait qu'un certain nombre de sessions ont terminé sur une bonne note. Ils montrent vraiment qu'on arrête de creuser le gap entre les 2 plateformes. C'est plutôt cool, tout en rappelant que WinForm existe et qu'ils vont continuer les investissements en WinForm. Puisqu'en termes de nouveautés, donc là, effectivement, l'autre nouveauté, on va dire, pour WPF, avec les thèmes, forcément, arrive la gestion simple des thèmes clairs et sombres. Bon, pour ceux qui ont fait du Silverlight, comment dire? On avait déjà, hein, mais là, c'est plus simple. Pour ceux qui font de l'accessibilité, bah, on avait déjà, mais c'est plus simple. Donc voilà, donc là, effectivement, c'est beaucoup de simplicité. Donc si, je pense que Simon, si tu as peut-être d'autres éléments, moi je garderais la simplicité, en fait. La simplicité pour quoi? Pour l'intégration Windows Ah oui. 11 et tout ce qui est flux XML, pour moi, c'est Moi, je vraiment ce trouve qu'ils pas ont que ce soit rajouté. forcément plus simple. Il y a un truc quand même par rapport à WinUI qu'il faut vraiment jamais oublier, c'est qu'en fait, c'est pas que pour .NET. C'est-à-dire que, typiquement les gens qui font du C++ ou même d'autres langages, hein, l'autre jour je répondais à des questions pour faire du WinUI en PowerShell, parce que les gens veulent faire des tas de trucs en PowerShell, donc WinUI, c'est pas que .NET, donc on peut l'utiliser dans tous les langages qui ont des bindings. Donc aujourd'hui, Mmh. c'est que C# et on va dire et C++. On peut faire du Rust aussi, mais c'est pas natif. Et donc ça, c'est super important parce que les gens qui, par exemple, faisaient des MFC depuis 20 ans, puis ça bouge pas depuis 20 ans, eh ben, ils avaient rien sur la plateforme Windows, rien du tout. Donc ils allaient sur Qt, des trucs comme ça. Et donc ça, c'est hyper important à comprendre, c'est que c'est pas que .NET. Même si .NET est vraiment, soigné par rapport à l'intégration et cetera, mais en C++, on fait aussi du WinUI, qui est pas trop mal avec C++ WinRT. Donc ça, c'est à mon avis, c'est vachement important. Après, je suis d'accord qu'il y a pas beaucoup de nouveautés. Il y a des clarifications sur ça et en revanche, je moi, je suis surpris qu'ils aient remis WPF en avant, en fait. Parce que Ouais, typiquement, exactement. WinUI, WinForm, c'est Windows, c'est-à-dire c'est Windows au sens des vieilles API Windows avec des fenêtres, des trucs comme ça, c'est User 32, quoi. WinUI et WPF, ils jouent pas du tout dans la même cour parce que dessous, c'est DirectX, Direct Composition, et Alors, cetera. ouais, j'ai posé la Et question. Moi, j'ai et posé la question, ouais, ouais. Et en fait, on nous a apporté une réponse. C'est que dans tous les tremblements qu'il y a pu y avoir, avec, UWP et son prédécesseur, tout ce qu'on avait sur WinRT, en fait, effectivement, comme WinRT, on a une tentative avec C++, heu, il y a eu tout un chaos au niveau de la récupération des interfaces XAML. Et tout ce chaos, en fait, a profité à un moment à WPF et donc on a rapatrié des développeurs sur WPF et donc il y a des applications existantes à un moment qui pour quitter le giron du store, sont passées sur WPF, qui sont revenus après sur le store une fois qu'on a eu les MSX et donc il y a une espèce de, comment dire? Poliment, de gros bazar autour de XAML et c'est apparemment WPF en termes de popularité qui est ressorti grand vainqueur.
Ouais, mais par contre, WPF, pour moi, il va rester en maintenance. Ils vont rajouter 2-3 trucs. Ils vont faire que ça marche en high DPI et des trucs comme ça, mais c'est tout. Hein. C'est-à-dire que tu auras toujours des problèmes de airspace. Tu sais, quand tu fais du DirectX dans WPF, tu as un problème quand tu fais des éléments WPF qui passent devant, ils passent jamais devant en fait, parce que tu as une surface DirectX qui prend toute la place et donc tu as des tas de problèmes de gestion de fenêtres qui peuvent pas passer l'une devant l'autre, etc. Alors Avec que tout ça, tu RDP l'as pas. aussi. Oui, tout ça, tu l'as pas du tout avec WinUI. Donc c'est pour ça que. Alors je suis d'accord que c'est le bazar. C'est encore un peu le bazar. WinUI, c'est encore. Il y a des trucs qui manquent. Mais d'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient rajouter encore inking, par exemple, tout ce qui est les encres, là, le fait de pouvoir Le stylet. faire. Voilà, le stylet, etc. Ça va être Ouais. rajouté a priori Merci. dans la version 1.7 ou 1.6, je sais plus. Moi, je pense que. Enfin, le futur. Pour moi, très clairement, c'est WinUI. Les gens qui démarrent aujourd'hui, qui font du WPF, à mon avis, ils se trompent. Hein, c'est pour ça que Microsoft le dit clairement, c'est WinUI pour démarrer. Mais ils ont voilà. du mal à convaincre. Ils ont vraiment du mal à Et puis convaincre. ils te disent que justement, ils te disent enable incremental adoption, c'est-à-dire c'est pour faciliter l'adoption incrémentale. Donc ils veulent quand même que. Mais moi, ce qui me surprenait aussi avant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens sur WinUI. Clairement, moi je regarde WinUI depuis que ça existe, hein, depuis ça fait 3 ans maintenant, et oui, et le WinApp SDK qui va avec. Enfin, c'est un peu l'inverse, mais enfin, franchement, il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de ça chez Microsoft. Hein. C'était un peu décevant. Je pense que là, ça a pris quand même de l'importance. Et il y a un truc qui est important aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, c'est dans un workload quand tu installes Visual Studio, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, à l'installation de Visual Studio, tu as un workload WinUI. Alors qu'avant, il fallait installer des templates et des machins, ce n'était pas intégré complètement. Donc, je pense que c'est monté quand même en importance chez Microsoft. Et en même temps, ils ne veulent pas effectivement larguer tout le monde en disant bon, le reste, c'est terminé, c'est mort. Et ce que tu disais là, l'intégration avec WPF, c'est l'XAML Island en fait, qui existait dans UWP. Et donc, effectivement, mais pour moi, tout ça, c'est des succès d'année. C'est des trucs c'est des rustines, quoi. C'est du temporaire. Ouais, temporaire, ça je sais pas, mais c'est temporaire qui dure. Hein. Ouais, je pense pas que ça va. C'est pas temporaire, c'est-à-dire qu'ils vont pas, ça va pas partir. Ils vont pas. WPF n'est pas mort au sens où il va dégager, il sera plus supporté ou quoi que ce soit. Non, non. Mais par contre, tu peux pas. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Ce sera pas dans WPF. Hein, et WinForm, pour moi, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est une autre API de Windows, c'est l'API Win32. Mais WPF, c'est du DirectX, c'est tout ce qui est effectivement la composition, etc. Et ça, c'est dans WinUI. Donc, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ils ont fait une bonne session, et il y en a une, justement, où ils rompaient un petit peu comment dire, la séparation avec la composition, entre autres, où ils faisaient de la composition avec la pilotée, et tout le code était effectivement dans l'app WPF. Donc ils ont une petite session qui est assez sympathique, où ils montrent comment ils manipulent la composition, et qu'on est plus directement avec cette notion de XAML Island qu'on a vécu, qui est pas terrible, hein, qui est pas joyeuse, hein, avec les problèmes que tu as évoqués, Simon. Donc là, je trouve qu'ils ont commencé à présenter des choses assez sympathiques. Après, c'est la suite, parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'on renouvelle les investissements dans un domaine ou dans un autre. C'est pour ça que maintenant je suis un peu frileux sur le sujet. Donc WinUI, moi je me rappelle effectivement, il y a un peu plus de 3 ans, j'avais rédigé un article pour programmer. On était en train de dire qu'il fallait partir là-dessus, et maintenant on est en train de reconfirmer qu'il faut partir là-dessus. Après 3 ans, on n'a pas réussi vraiment à le vendre. Donc ils ont été longs. Hein. C'est ce que je disais. Moi, je suis un peu surpris par le faible investissement de Microsoft, sachant que pour moi, c'était si tu veux rester dans l'environnement Microsoft, que tu veux faire du graphisme, que tu veux bénéficier de DirectX, de Direct Composition, de tous les trucs modernes, etc., la performance, et à utiliser la GPU. Alors, WPF utilise la GPU aussi. Mais si tu veux tout ça, t'as pas le choix, il faut partir sur WinUI, quoi. Et aussi, alors il y a un truc qui est intéressant aussi, parce que juste un add-on, moi, que j'ai vu qui est intéressant, c'est qu'il y aura aussi pas mal de travail sur AOT, donc AOT, Ahead of Time Compilation. Donc AOT, en gros, alors c'était déjà en .NET 7, et puis ça a été bien amélioré en .NET 8, même beaucoup amélioré. Et donc il continue à fond là-dedans. Et normalement, d'ailleurs, les WinForm et WinUI, et je ne sais pas WPF, j'ai pas vu, mais peut-être ça doit être la même chose, je pense, vont être compilables en AOT.
Donc, ça permet effectivement d'avoir une meilleure, comment dire, d'être plus rapide au déploiement. C'est-à-dire démarrage. quand tu lances, voilà, au démarrage, quand tu lances ton application, c'est beaucoup plus rapide. La taille éventuellement est limitée aussi de tes exécutables, et surtout tu peux faire un truc qui est complètement qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que selon comment tu compiles, bah, tu peux arriver à avoir une appli AOT qui a qu'un exé, point barre, et qui embarque en elle-même le framework et tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant, je pense, ce mouvement-là aussi. Mais je pense que ça, tu l'auras un peu sur toutes les technos, parce que j'ai vu, moi, je regardais récemment sur GitHub par rapport au WinForm, et ils sont en train de travailler pour passer les WinForm en AOT compatibles et tout ça. Donc je pense que ce sera sur toutes les plateformes. Ouais. Ça sera pas Pour un l'instant, truc sur Windows, le gain de performance a été montré sur WinUI. Je trouve ça assez sympa. Et ils ont montré des fois qu'ils faisaient du x8 en termes de vitesse de démarrage et autres. Donc ils ont montré une petite animation, je me rappelle, dans une de leurs présentations, pour montrer que l'AOT avait un gros gain sur WinUI. Ils ne l'ont pas montré sur WPF. Alors, moi, en ce moment, j'en fais tout le temps, donc je peux te dire que ça va beaucoup plus vite à démarrer, effectivement, sans même mesurer. Par contre, ça demande sur Windows, autant en ASP.NET. ASP.NET étant écrit totalement en .NET, pratiquement, on va dire, il y a très peu d'interop avec une plateforme, puisque c'est complètement compatible avec toutes les plateformes. C'est assez facile de faire de l'AOT en ASP.NET. Sur Windows, c'est une autre histoire, puisqu'effectivement, il faut changer plein de choses. Quand tu avais une appli, un truc comme WinForm, il faut repasser pratiquement partout pour que ce soit AOT compatible. Donc, mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus rapide. Il y a un autre intérêt à AOT, c'est si tu veux un peu planquer ton code, bah là, c'est du natif, hein, donc on voit qu'il n'y a plus de .NET, hein, donc tu peux l'ouvrir avec ELSpy, c'est pas une appli .NET. Ouais. Ça, c'est aussi assez intéressant dans certains cas, quand tu veux faire des petites applis ou des jeux ou des trucs comme ça, on voit plus ton code. Sachant que Microsoft, il tient une page à jour avec la liste des technos qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser en AOT, Ouais. dont Blazor. Ah oui, non, mais il y en a encore plein, mais je pense que ça va arriver parce que toute l'infrastructure est là, donc c'est assez intéressant, je pense. Mais par exemple, pour les applis web, personnellement, je vois moins l'intérêt. Peut-être la perf, si ça joue sur la perf, mais je vois moins l'intérêt. Je vois vraiment l'intérêt pour les plateformes. Quand tu dois déployer quelque chose chez un client, tu n'as qu'un exé, bah, c'est vachement intéressant, quoi. Alors que sur un web, tu es sur ton serveur, bon, Ouais, tu sais ce que tu veux. tu maîtrises, quoi. C'est un peu différent. Il me semble que c'est comme ça qu'ils ont amélioré les perfs de Microsoft Store, non? C'est bien Ils sont possible. passés à la AOT. J'ai pas vu ça, mais c'est bien possible. Ouais. Ah, ça fait une éternité que je l'ai pas lancé, tiens, celui-là. Faudrait que je- Moi, il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un truc qui me perturbe, hein, alors tu vas me dire, ouais, moi je fais ça avec le presse-papier, avec le bloc-notes, mais qu'il n'y ait pas de designer pour WinUI. Ouais, ça te gêne. Mais tu vois, moi j'avais fait du Ouais, ça me Flutter, gêne, ouais. et dans Flutter, il n'y avait pas de designer. Je ne sais pas si ça a peut-être changé maintenant, mais j'avais fait ça il y a un certain temps du Flutter. Dans Flutter, tu n'avais pas de designer. Par contre, tu avais un système qui te reformatait alors c'était du Dart, donc il te reformatait ton Dart pour que ce soit ça ressemble vachement, finalement, quelque part à un look qui correspond à ton écran, à une description de ton écran. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait un formateur officiel, en fait, et ça, c'était assez sympa. Moi, ça me gêne pas trop qu'il n'y ait pas de designer, mais peut-être qu'ils en feront un. Mais souvent, ça marche pas. Enfin, je veux dire, je fais du Windows et du XAML, du WPF depuis des années. Ça marche jamais, en fait. Enfin, Non, mais c'est vrai que pour le pourri, XAML, quoi. non, mais pour le XAML, c'est vrai que moi j'aime pas non plus un designer. Ça marche pas, quoi. Quand il est présent, je le réduis. T'as trop de binding et de trucs comme ça. Enfin, je sais Ah, pas. Blend. Il faut précharger, il faut mettre des données fake pour que ça Ouais, mais ça dira marche quelque pas. chose. Enfin, ça marche pas du tout. Non, mais maintenant qu'on a le reload, on peut faire tellement de choses. Ah bah l'autre reload, moi, il Alors marche ça, pas. c'est Enfin, super. bon. Ouais. Moi, je l'ai essayé pas mal dans ma UI. Dans ma UI, le reload, c'est vachement intéressant, ça. Ouais. C'est peut-être l'endroit où il marche le mieux d'ailleurs. Ah ouais, bah sauf pour Android, mais pour WinUI aussi, puisque WinUI, c'est la version, effectivement, c'est la plateforme cible pour MAUI, pour Windows. Eh ben ça, c'est vachement intéressant, le reload. Bon, des fois, ça marche pas bien et ça bug, mais c'est super intéressant quand même, hein. Tu gagnes un temps fou à faire ça, hein. Pour les thèmes, entre autres. Ok. T'as juste un petit Oui. truc que je peux ajouter sur les dev drive, parce qu'on en Oui, avait vas-y. déjà parlé.
Oui, A absolument. priori, ils ont rajouté. Alors, deux trucs que je voulais rajouter. Sur les Dive Drive, ils ont rajouté une histoire de bloc copy. J'ai pas tout compris, mais a priori, ils ont amélioré la performance dans la prochaine version de Windows ou une version d'après. Et donc, ça devrait aller encore plus vite, sachant qu'on n'a pas conclu si c'était vraiment plus rapide à chaque fois qu'on en parle, mais a priori, ça devrait quand même être plus rapide. Et parce qu'ils ont, voilà, ils ont ça. Par contre, ce que j'ai vu, c'était surtout pour copier des gros fichiers, sachant que pour moi, DevDrive, c'est pas tellement des gros fichiers, c'est plutôt plein de petits fichiers. Mais bon, en tout cas, ils continuent à travailler là-dessus. C'est lié aussi avec les améliorations de DevHome, je pense, dont on parlait tout à l'heure. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que oui, dans le WinApp SDK dont on parlait par rapport à WinUI, qui est donc un peu le point d'entrée des applications sur Windows. C'est-à-dire que en fait, Microsoft, ils te disent en gros, tu as l'API Windows, puis au-dessus, tu as l'API WinApp SDK. Et l'API WinApp SDK, c'est toi qui l'embarques avec ton appli, en gros. C'est-à-dire que tu choisis quelle version du WinApp SDK tu vas embarquer. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir un cycle de vie différent entre la distribution de Windows et la distribution de ton appli, que tu peux distribuer finalement beaucoup plus rapidement que les versions de Windows. Et donc, dans le WinApp SDK, il y aura normalement, arrive dans la prochaine version ou les prochaines versions, un runtime copilote et un OCR et tout ça. Donc, normalement, si tu as, je pense qu'il faut avoir effectivement un NPU, sinon ça ne marchera pas, mais avec le WinApp SDK, tu auras la reconnaissance des textes, et la reconnaissance de caractères et le WinApp, le copilote, et donc tu pourras accéder à l'API de Fisilica dont tu parlais tout à l'heure, et Recall et tout ça. Ok. Et ça viendra avec le WinApp SDK. Ok, bon, ben merci. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, j'ai la mauvaise nouvelle. Raphaël Nadal vient juste d'être éliminé dans Roland-Garros à l'instant. Bon, je pense que vous en foutez à peu près. Je pense qu'on s'en doutait tous. Oui, on s'en doutait tous. Oui. Qui c'est qui suit l'ATP ici? Juste deux, trois petits trucs en plus. Une chose qui est importante, mais bon, chez nous, il n'y a pas grand monde qui sont très intéressés par Microsoft Fabric, mais ils ont beaucoup insisté sur l'implémentation du Real-Time Intelligence au sein de Microsoft Fabric. Je ferai peut-être un épisode sur Fabric avec un spécialiste dans le domaine. Il y avait après deux, trois petites choses. L'explorateur de fichiers qui va maintenant agir comme un dépôt Git. Donc, il est fait en WinUI. WinUI Forever. Avec l'intégration aussi de la compression TAR et 7-zip. Donc, paix à leur âme. Et puis, un petit truc marrant, je ne sais pas si vous utilisez les PowerToys. Mais ils ont rajouté une nouvelle version. Là, il y a une dernière version qui vient de paraître où vous avez un presse-papier dopé à l'intelligence artificielle. Et donc, vous pouvez faire une sélection d'un texte et puis après, vous faites un collé et vous demandez à ce qu'il soit collé au format JSON ou au format Markdown ou ce genre de choses et vous le faites automatiquement. Donc, il faut avoir un accès à OpenAI, une clé OpenAI, non? Oui, il faut, à mon avis, une licence. Non, pas du tout. Non, ah ouais, non, c'est intégré dans le modèle, il est intégré dans le. Oui, je pense que c'est sponsorisé par OpenAI parce que vu l'URL qu'il y a dans le dépôt Git, c'est dans le dépôt GitHub. C'est bien, ton copier-coller, il va directement chez OpenAI. Voilà, absolument, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas pensé à ça. Pas besoin de recall. Surtout que les générateurs de mots de passe, ils copie-collent les mots de passe dans le. Ça va dans papier. Ça va dans space.bin et voilà. Ok, cool en plus. Sur ces bonnes paroles, merci et à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez venir discuter de cet épisode sur notre serveur Discord devdevdev.net/discord ou nous envoyer des messages sur notre compte Twitter devdevdev.net tout en lettres. Alors, à très vite.